Tout de suite, votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine. Bonsoir, bienvenue au Club de la Presse pour un nouveau numéro, à un horaire un peu plus habituel que celui de la semaine dernière après cette magnifique soirée à Saint-Symphorien. Nous ne parlerons pas football, quoique, en compagnie des 4 chroniqueurs. Cédric Rouillon, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Jérôme. Merci. Bonsoir Cédric, RCF Jéricho Moselle à vos côtés. Hervé Beaugiot, bonsoir Hervé. Bonsoir Jérôme, bonsoir. Qui représente le Républicain Lorrain. En face, Anaïg Haute, France Bleu Lorraine, bonsoir. Bonsoir. Avec la veste aux couleurs du logo. Ah, vous avez vu, tout est calculé. C'est corporate. Ne rien laisser au hasard. C'est le camp des Bleus en face, puisque Frédéric Schnur-Toumès est également en bleu. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Et j'avoue, on s'est appelé ce matin, comme tous les matins, pour savoir comment on s'habille. Très bien. On ne veut pas en savoir plus. C'est tout de suite parti pour le coup de gueule ou le coup de cœur des chroniqueurs. Nous allons quitter quelques instants cette bonne humeur et on commence par vous, Frédéric Schnur, puisque le sujet est grave. Il est lié à la terrible attaque d'enfants qui a eu lieu à Annecy. Oui, alors je pense qu'on en a probablement toutes et tous entendu parler, des enfants et des personnes adultes poignardés par un taré. Ok, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, ce qui est mon coup de gueule, en fait, il concerne plutôt un certain nombre de personnalités politiques qui, dans les 3 minutes qu'on suivi, se sont permis de tout de suite faire une récupération sale alors qu'ils n'ont même pas la moitié du quart des informations et que le procureur général n'a même pas donné la moindre conférence de presse et encore en attente et on est déjà en train de s'essuyer les pieds là-dessus. Je pense qu'il y a un moment, ces personnes, en fait, la dignité, ça fait bien longtemps qu'ils ont oublié ce que c'est. Il faudrait peut-être regarder ce que c'est comme définition. Et puis, il faudrait qu'ils se posent la question aussi, parce qu'on les entend, les mêmes d'ailleurs, se geindre comme quoi on ne comprend pas pourquoi les gens n'aiment plus la politique. Bah, regardez-vous, regardez votre attitude, regardez ce que vous faites en fait. Vous la fermez, vous respectez les gens. Il y a des enfants qui sont entre la vie et la mort à l'hôpital, vous la fermez. Et vous arrêtez de déblatérer vos conneries et vous respectez les gens et vous faites votre boulot. Voilà ce qu'il faut faire. Le reste de la récupération politique, vous pensez absolument pas ni à la nation, ni aux personnes, ni aux familles, ni aux victimes. Vous pensez qu'à vous. Et si vous posez la question de savoir pourquoi ça marche pas, la réponse, je viens de vous la donner. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, un vrai coup de gueule de Frédéric Schnur. Il y a peut-être aussi une part d'autocritique chez les médias de manière générale, de tendre le micro toujours un peu rapidement. Il faut aussi que nous, tous autour de la table, peut-être on comprenne à un moment que ça n'apporte pas grand-chose au débat, non, Hervé ? Oui, probablement. En tout cas, qu'il y a des temps différents à respecter pour ce type de fait. Voilà. Je crois que hier, je suis assez raccord avec Frédéric Schnur, même si peut-être je l'exprime de manière moins vive. On était dans le temps de l'émotion et puis surtout de l'indicible. Donc voilà, la récup politique dans ce genre de circonstances, ça sent pas très bon. Sur Twitter et pas à nos micros, hein. Sur Twitter. D'accord, sur Twitter. Restons dans un domaine un peu lourd aussi, quelques années après les attentats des terrasses et du Bataclan. Vous souhaitiez, c'est votre coup de cœur, avec cette fameuse marche Marie-Mathias qui va avoir lieu ce week-end. Parce qu'on parlait de dignité, et justement, je trouve que là, on a des gens qui sont vraiment très dignes et qui ont su faire de quelque chose de terrible, donc la mort de leurs enfants Marie et Mathias, le couple d'amoureux du Bataclan, et bien quelque chose finalement de positif. Ce week-end, il y a la marche dimanche Marie et Mathias. L'idée, c'est d'aller, vous allez vous garer à Ancy-Dorneau, on vous emmène en navette jusqu'à Saint-Julien, et ensuite vous faites la marche. C'est une marche en bus alors? Non, ça c'est pour l'aller, pour que vous retrouviez à votre voiture. C'est à partir de 7h du matin, il est encore possible de s'inscrire sur place. Et tous les bénéfices sont utilisés pour financer des projets de jeunes qui sont dans des valeurs que portait le couple. Donc ça peut être l'écologie, le sport, il y a plein de choses, il y a plein de projets. Et je trouve que c'est assez beau de voir plusieurs années après, eh bien, que
que la mémoire de ce couple, elle vit, mais avec des beaux projets et avec du positif. Et mon petit doigt m'a dit que vous alliez participer à cette marche. Je ferai la marche avec les enfants. Oui, avec les enfants. Combien de kilomètres? 7 km. 7 km. Ça va. Oui, ça les va. Courageux peuvent faire le double. Oui. Mais du coup, moi, bon. Oui, avec vos escarpins, c'est pas très conseillé. Hervé Boggio, un peu de politique avec une information sur une halte TGV qui n'a pas encore choisi si elle serait d'un côté ou de l'autre de la frontière de la Moselle, soit à Forbach, soit à Strasbourg. C'est bien ça, c'est le Paris-Berlin. Alors d'abord, à l'origine de ce coup de cœur, il y a une bonne nouvelle dans l'absolu, c'est-à-dire la perspective d'un Paris-Berlin un peu plus court que celui d'aujourd'hui, qui est dans les tuyaux, un aller-retour par jour, plus 6 affinités. Mais au-delà de ça, effectivement, moi ce que je voulais saluer, c'est la mobilisation des élus mosellans. Et Alexandre Cassaro, le maire de Forbach, en première ligne pour obtenir que le tracé de ce Paris-Berlin passe, ce qui pourrait sembler logique puisque c'est le tracé le plus court, par Sarrebruck et donc par Forbach, soyons un peu chauvins, plutôt que par Strasbourg, qui un certain nombre d'atouts, mais en l'occurrence laisserait Berlin beaucoup plus loin de nous et surtout contournerait complètement le territoire lorrain et singulièrement le territoire mosellan, nous privant de fait des retombées qu'on imagine. Je crois que dans une logique à la fois de rationalité, puisque ça serait, je le répète, le trajet le plus court, et surtout d'équité au sein de la grande région, il serait absolument souhaitable que ça passe par Sarrebruck. Et que je comprenne bien, il y aura un arrêt quand même à Forbach ou l'arrêt serait à Sarrebruck? L'arrêt serait à Sarrebruck, ce qui est pas très loin. Ce qui c'est intéressant parce que les élus mosellans se mobilisent pour quelque chose qui se passerait de l'autre côté de la frontière, mais avec une vue un peu de hauteur, un peu générale du dossier. Une vue européenne. Les élus alsaciens se mobilisent en mettant en avant que Strasbourg est une capitale européenne, ce qui est vrai. La vérité. Oui. Mais voilà. En l'occurrence, je crois que la Moselle, dans le droit fil de Sarrebruck et de Francfort-sur-le-Main, a aussi quelques atouts à faire valoir. Nous quittons la Moselle-Est pour aller dans le Saulnois, à Vic-sur-Seille précisément, qui est devenue une terre viticole avec des fêtes des vins régulièrement, mais pas que, puisque votre coup de cœur, Cédric, c'est pour le musée Georges de la Tour. Et oui, j'avais le plaisir hier d'être au vernissage qui avait une double fonction, à la fois de lancer la nouvelle exposition autour des mangeurs de pois, qui est la dernière acquisition du musée, et puis de célébrer, j'ai envie de dire surtout, les 20 ans du musée. Et je pense que dans l'actualité lourde qu'on a évoquée à l'instant, peut-être que de nombreux téléspectateurs ont envie de s'aérer dans le Saulnois, et un passage, je trouve, au musée Georges de la Tour, il n'est pas forcément identifié de tous les Mosellans encore aujourd'hui, et c'est d'abord, moi je trouve que c'est d'abord un lieu remarquable d'un point de vue architectural. C'est assez surprenant de voir cet espace qui a été complètement imaginé à la base autour du trésor national, qui est le Saint-Jean-Baptiste dans le désert, qui est un tableau phénoménal je crois que c'est unique au monde d'avoir un trésor qui devrait être dans un grand musée au MoMA, au Louvre ou dans ce genre de musée, et de le retrouver dans cette petite ville au milieu de la ruralité. Et donc ça, c'est le coup de cœur pour les 20 ans. Et puis l'exposition en plus, en effet, sur les mangeurs de pois. Ce qui est amusant, c'est que c'est une copie qui a été achetée par le département, et malgré tout il y a un petit côté jackpot, parce qu'on se rend compte que cette copie, elle a une réalité historique, un intérêt, puisqu'il semblerait que ça soit une copie qui ait comme été coordonnée par Georges de la Tour dans son atelier, et ce qui m'a fasciné, qui m'a donné envie d'y retourner peut-être aussi avec les enfants, c'est que c'est toute une mise en abîme du travail des commissaires, c'est-à-dire qu'on est amené dans une enquête policière où finalement comment est-ce qu'on retrouve la trace de cette peinture, comment est-ce qu'on la passe aux rayons X, aux ultraviolets, comment est-ce qu'on arrive à identifier le fait qu'elle a été dans cet atelier à ce moment-là de l'histoire, probablement avec un élève de Georges de la Tour. Donc gros coup de cœur. Donc voilà, gros coup de cœur de Cédric Rouillon qui emmènera ses enfants à Vic-sur-Seille en voiture, rassurez-vous, puisque là c'est un tout petit peu plus loin que la marche Marie-Mathias. Allez, tout de suite le premier thème de ce Club de la Presse.
Et nous allons parler job dating. Je ne sais pas si vous avez fait le test en tapant job dating Moselle sur votre moteur de recherche favori, mais c'est incroyable. Il ne se passe pas une journée sans que l'on en trouve un. Donc Stellantis avec 500 personnes à dénicher, un forum à Sarreguemines pour recruter 300 personnes, l'hôpital de Frémin-Merlebach qui fait lui-même un job dating à l'aveugle à Thionville, des rencontres sportives à Yutz, etc., etc. Donc la formule semble plaire, mais est-ce qu'à votre avis c'est efficace pour trouver des talents, des compétences prochainement? On a un peu l'impression que c'est la cartouche de la dernière chance. C'est surtout ça, je pense que ça montre en fait, c'est qu'il faut être inventif là parce qu'on a vraiment du mal à recruter dans toutes les entreprises de Moselle. Moi je trouve ça plutôt sympa, le job dating à l'aveugle, à Thionville, il y a eu par le sport, par le foot. Voilà, c'est des choses qui sont un peu originales. Peut-être que ça va permettre d'avoir un coup de cœur pour un candidat qu'on n'aurait pas repéré parce qu'il a l'esprit d'équipe, parce qu'il est différent. Mais le problème qu'il y a derrière, évidemment, c'est la pénurie de main-d'œuvre et le fait qu'on a plein d'emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus, nous allons le voir sur cette infographie puisque la Lorraine est dans le Grand Est. On a appris cette semaine que le taux de chômage du Grand Est n'avait jamais été aussi bas depuis 2008. Autrement dit, nous sommes à 7% de chômeurs. On va le voir dans l'infographie qui va suivre. C'est incroyable. Alors 2008, pour ceux qui ont la mémoire courte, évidemment, c'était la crise des subprimes qui nous a touchés en France avec un petit peu de retard vers le début des années 2009-2010. C'est ça la difficulté. En fait, est-ce qu'on est au plein emploi quasiment? Et la question qu'il faut se poser, c'est comment faire pour attirer celles et ceux qui sont un peu en dehors du spectre de l'emploi pour les faire revenir, puisqu'on a visiblement des besoins. Hervé. Oui, techniquement, on n'est pas tout à fait au plein emploi, mais on s'en approche. Oui. Plus on va vers le plein emploi, évidemment, plus le marché du travail se tend. D'autant plus que dans une région qui reste relativement industrielle, par exemple, pour ne citer que cet exemple-là, il y a aussi une vraie difficulté d'adéquation des compétences avec les postes à pourvoir, ce qui facilite pas les choses. Ça ne facilite pas les choses, mais il y a des besoins quand même. C'est toujours un peu cette dichotomie, cette curieuse interrogation qu'ont les médias en disant mais voilà, je ne voudrais pas faire mien les propos du président de la République, mais visiblement, quand on lit tout ce qui est proposé, il n'y a qu'à traverser la rue ou presque pour trouver un job. Ce qui est intéressant aussi, c'était la semaine dernière en effet que l'INSEE et puis les services de l'État rendaient faisaient leur grand oral, leur grand bilan 2022 de la situation économique. Et on a l'impression au niveau des entreprises qu'il y a quand même une inquiétude. Alors elle était exprimée fin 2022, on peut penser qu'elle se prolonge 2023. Le climat économique n'est pas si incroyable que ça. Et on a quand même ce sentiment de difficulté à trouver et de quasi plein emploi. Donc là, il y a un vrai point, je pense, de questionnement et où on n'a pas encore trouvé aujourd'hui, je pense que les dirigeants n'ont pas réussi encore à trouver le nœud du problème. Paradoxalement, on a aussi le sentiment que dans des périodes où le climat de l'emploi était bien moins favorable à ceux qui en cherchent, il y avait plus de dispositifs d'accompagnement. On pense aux années 90 ou un peu avant, où finalement il y avait beaucoup de dispositifs qui étaient mis en place pour aller vraiment accompagner le chercheur d'emploi. Aujourd'hui, vous pensez à quoi? Au TUC, à ces choses-là, toutes les années, tout ce qui a été impulsé. C'était un peu précaire quand même. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de précarité induite, mais il y a eu aussi vraiment des dispositifs. On pense à ce qui a été mené aussi dans les quartiers. Aujourd'hui, il y a encore ces dispositifs, ils existent, mais on pense aussi je pense que dans les 7%, il y a aussi tout l'impact qui était formidable pour les jeunes chercheurs d'emploi, au niveau de l'alternance. On sait qu'il y a eu un peu le paquet qui a été mis au moment du Covid. Il y a eu un vrai virage qui perdure. Les moyens sont maintenus. Et donc ça joue beaucoup. Sans doute aussi que les seniors tirent leur épingle du jeu de ce climat de recherche d'emploi. Mais entre les deux, je pense qu'il y a encore peut-être tout un public qui a besoin d'être réorienté, réaccompagné, en effet, pour correspondre aux besoins du moment et du territoire. Frédéric Schnur, on se rend compte que finalement il y a beaucoup d'inventivité de la part des entreprises ou des organisateurs, puisqu'on en parlait, il y avait du sport, donc du volley, c'est-à-dire que vous arrivez le matin, on vous met un t-shirt le même pour tout le monde, on ne sait pas si vous êtes demandeur d'emploi ou employeur, tout le monde joue au volley, on ne regarde pas évidemment votre niveau de volley, et puis ce sont d'autres qualités qui sont jugées. À Thionville,
derrière un rideau, un peu comme une célèbre émission de télévision dont je n'ai plus le nom, mais qui me revient très bien précisément en mémoire, c'est-à-dire que vous parlez à quelqu'un... Comment? Non, c'est pas ça du tout. Voilà, on fait preuve de beaucoup d'inventivité, finalement, pour chercher des compétences. Le CV ne suffit plus. Alors, c'est à la fois des problèmes de riches et des problèmes de conséquences et des problèmes de concurrence, en fait. C'est-à-dire qu'on cherche l'originalité, tout simplement, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on se démarque dans le processus, parce que le plein emploi, c'est 5,5% en France, donc on s'en approche, c'est pas beaucoup. Hervé a tout à fait raison, c'est qu'on a un vrai problème d'adéquation entre à la fois les lieux et les types de métiers où on a des besoins et les lieux où les gens sont hors de l'emploi et n'ont pas forcément soit la volonté de venir, soit les compétences pour venir. Et donc cette concurrence s'exprime par le besoin d'originalité. C'est intéressant le côté d'inclusion un petit peu quelque part où on change le processus et où finalement on ne découvre pas la personne avec des questions un petit peu que tout le monde connaît, c'est toujours la même réponse et au final c'est que dans le réel. L'exemple du sport est intéressant pour ça parce que finalement on est dans le réel, on joue ensemble, on voit l'état d'esprit, est-ce qu'il baisse les bras, est-ce qu'il s'arrache, est-ce qu'il rit, est-ce que c'est très intéressant pour identifier quelqu'un. Mais avant ça, c'est les attirer par l'originalité pour les avoir sous le nez parce qu'on n'a pas de réserve. On a de la réserve sur l'emploi des seniors que citait Cédric, mais c'est compliqué aussi parce que c'est un public qu'il faut ramener peut-être dans certains cas ou qui a peut-être plus envie ou qui est plus dans la même cadence. Et puis il faut être très, très honnête aussi, ça n'est pas le même coût. Généralement, un public senior salarié n'a pas évidemment les mêmes ambitions qu'un junior qui arrive sur le terrain. Et puis l'exemple du sport aussi, parce que c'était dans les deux sens, on l'a dit, ça peut aussi attirer ceux qui cherchent un emploi vers une équipe et leur dire regardez cette entreprise, ça a l'air sympa d'y bosser, parce qu'on a quand même aussi, et ça on ne l'a pas dit, la concurrence du Luxembourg ici. Et avec les salaires luxembourgeois, il faut qu'on réussisse à attirer les personnes qui cherchent un emploi avec d'autres arguments. Vous pensez que la bonne humeur et le bon esprit peuvent faire la différence? On peut à un moment se dire que voilà, si on arrive à avoir des conditions intéressantes sur les conditions de travail, parce que les frontaliers ont des meilleurs salaires, ils ont aussi tous les allers-retours qui sont pas non plus forcément. Qui le font, mais ce qui permet aussi pour les employeurs, je pense aux formules, on va dire, originales de job dating, par le sport notamment, de tester aussi les savoir-être de manière sans doute plus efficace qu'on ne peut le faire dans un entretien d'embauche, même s'il est classique, je veux dire, même s'il est très poussé. À l'aveugle, sur le forum qui a eu lieu à Thionville, en fait, c'était pour éviter les discriminations, de dire dans quel quartier, la couleur de peau, la taille, enfin peu importe. Et donc voilà, c'est pour avoir une vision la plus neutre possible du candidat. Voilà pourquoi c'était... des compétences qui sont portées que des personnes portent, mais on emploie des compétences. Permettez-moi juste de préciser quelque chose. J'ai eu une discussion récente avec une personnalité qui est partie au Canada, voilà, et donc qui dirige la région peut-être. Peut-être. Et donc qui préside la région, et en fait, il explique qu'au Canada, ils ont les mêmes problèmes. Donc le problème, il est plutôt mondial en fait. Il n'y a pas de réservoir là-bas qu'on va essayer d'attirer ici. C'est la même guerre de l'autre côté, et chacun essaie de se battre parce qu'il y a des besoins. Et encore une fois, c'est des vrais problèmes de riches. On préfère être dans cette situation-là plutôt que dans la situation inverse qu'on a déjà connue ici et ailleurs où c'est tout l'inverse en fait. L'image de Lindingre, son coup d'œil sur ce thème, job dating en Moselle. Nous voyons une charmante demoiselle à gauche. Alors moi, ce que j'aime, c'est les restos, les voyages, le shopping. Et à droite, le recruteur lui dit vous êtes sûr que vous ne confondez pas avec speed dating? Peut-être, voilà. C'était donc l'œil de Lindingre. On passe tout de suite au deuxième thème du Club de la Presse. Un thème un peu plus léger à propos de Metz qui devient de plus en plus une ville d'eau. Ça ne vous aura sans doute pas échappé si vous êtes habitant de Metz et de sa métropole. La deuxième saison de ce qu'on appelle Mezzo. Alors je ne sais jamais, puisque quand on entend les élus, ils le disent d'une façon ou d'une autre. Donc moi, je vous propose Mezzo. Ça vous va, Mezzo? Mezzo, c'est parfait. Oui, ça fait un peu musical. Le début des travaux aussi de Metz-Plage. Et puis nous avons appris que nous pourrions nous baigner dans le plan d'eau cet été. Et puis nous avons aussi appris qu'une passerelle allait passer entre le banc Saint-Martin et l'île du Saulcy. Enfin, ou presque, nous autres Messins, voire Français, on prend l'importance qu'a l'eau, alors que pas très loin, sur les bords de la Moselle, quand on monte vers le Luxembourg et vers l'Allemagne, ça fait des décennies que l'eau joue un rôle éminemment important. Oui, absolument. Jusque-là, on était assez spectateurs des choses, et là, on est en train d'essayer d'exploiter les atouts que ça nous propose, et voilà, je pense que ça va tout à fait dans le bon sens. Au moment du lancement de la première saison de Mezzo, je me souviens qu'il y avait énormément de gens qui étaient sceptiques, etc.
voilà, là, je crois qu'on voit bien que ça s'inscrit dans une dynamique, et tout ça me semble aller dans le bon sens. Notamment, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, le fait qu'on va pouvoir aller se baigner dans le plan d'eau. Je fais le pari que ça aura une autre gueule que Metz-Plage, qui était une initiative intéressante, hein, mais voilà, avec une piscine hors sol qui est... Alors on va prendre les choses dans l'ordre. Sur le plan d'eau, 1983, je ne me souvenais plus qu'on pouvait se baigner dans le plan d'eau, enfin dans la Moselle ou dans le plan d'eau à Metz. Est-ce que l'un d'entre vous ira se baigner en 2023, donc 40 ans plus tard, dans le plan d'eau? Anaïk, vous qui faites beaucoup d'activités avec vos enfants. J'étais pas née en 1983, donc je vous confirme que je ne me baignais pas à l'époque. Non, bah oui, c'est sympa de reconquérir comme ça l'eau. Moi, je trouve ça super sympa. Effectivement, déjà les navettes en bateau, je trouve qu'elles avaient permis aux enfants un peu aussi de redécouvrir justement ce côté-là au prix d'un ticket de bus. Ça veut dire que c'était 1,80 € par rapport à la moindre balade que vous faites en bateau qui est plus chère. Ça amenait quand même des gens qui n'avaient pas forcément l'occasion d'aller faire des tours en bateau plus coûteux à faire ce tour-là. Il y a eu des sorties avec les écoles, on allait observer les animaux avec les écoles. Moi, ça, je trouve que c'était très bien. Et là, c'est encore une nouvelle dimension avec la baignade. Frédéric Schnur, est-ce que vous irez vous baigner? Oui. Je veux des preuves en images. Non, je verrai. C'est une bonne nouvelle. Disons que Dominique Gros en avait fait un peu son cheval de bataille de la fin de son deuxième mandat, mais à un autre endroit, il était devant la maison des Éclusiers, pas très loin. Tout à fait. Et il s'était baigné d'ailleurs. Ils avaient prouvé par A plus B. Je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir retoucher à un moment ou à un autre ce qui est une des premières questions, c'est est-ce qu'on peut se baigner finalement quand on est une étendue d'eau comme ça. Et puis c'est une baignade sécurisée parce qu'il y a quand même, il y a l'aviron, il y a le kayak, il y a les bateaux, etc. Donc sécurisé et surveillé comme sur une vraie plage. Tout à fait. Donc c'est une bonne chose. J'espère qu'ils en profiteront pour parler un petit peu, alors c'est plus technique, mais de la GEMAPI, c'est-à-dire que c'est bien d'utiliser l'eau pour s'amuser, c'est aussi bien de prendre conscience de la valeur de l'eau et de sa rareté et de sa raréfaction. Et je pense que ça pourrait être, je passe un message, un bon moyen de passer des messages pour dire comment on l'économise, comment on la... Pendant cette période-là. Je crois se servir de cette manifestation un peu légère pour faire passer. Ça peut être un petit peu de l'information. Quelques panneaux d'information où on cherche à s'occuper aussi en attendant d'aller à l'eau ou en séchant. Il y avait déjà sur Metz plage l'eau de Metz, donc il y avait déjà cette pédagogie-là en disant vous pouvez boire de l'eau de Metz plutôt que de boire de l'eau en bouteille. Mais votre voisin préfère le vin de Metz. Ça le regarde. Ça tombe bien, je me tourne vers vous, mon père. Cédric Rouillon, l'eau reprend toute sa place, la place qui est importante. C'est vrai qu'on a un joli port de plaisance, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas toute cette vie autour de ce cours, de ce plan d'eau. Mais justement, Anaïk parlait du début de polémique qu'il y avait eu l'an passé autour de Mezzo. Et l'an passé, on avait avant tout présenté cette navette. Oui. Et finalement, c'était la proposition pour relancer l'intérêt. Et on se rendait compte qu'en tant que tel, est-ce que c'était réellement un moyen de transport? Parce que c'était ça, c'était comme ça que ça avait été présenté. Et c'était là qu'il y avait eu un petit peu l'identification par l'opposition messine du fait que c'est pas réellement, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est l'utilisation de fonds qui sont en principe plutôt dédiés au déplacement urbain sur un enjeu en fait touristique ou de loisirs. Et là où, en tout cas pour l'instant, j'ai pas entendu réellement de polémique, c'est un projet global qui a été présenté cette année par la municipalité. Donc on a tout. C'est reconquérir les berges aussi. Et voilà. Et donc dans ce cadre-là, je pense que cette navette Mezzo, elle prend un autre sens, et même quelque part les moyens qui sont mobilisés pour. On les comprend d'une autre manière. Et puis en plus, on a évoqué aussi, c'est les sports avec le kayak, avec l'aviron. On voit vraiment, on commence à se projeter sur un plan d'eau et une Moselle qui sont complètement animés. Et je pense que ça a une autre allure. Manque quand même, moi je trouve, et c'est le petit regret, une guinguette au plan d'eau. Comme Nancy sait très bien le faire, ils en ont plusieurs. Et c'est quand même ce qui manque. C'est dans les tuyaux, puisqu'il y a eu pendant une période des bars flottants. Elle va être affectée. Il y a la petite guinguette qui va être affectée. Il y a la maison de l'Éclusier également qui va devenir normalement, la ville l'espère, un restaurant étoilé et un hôtel de cachet, de luxe. Donc il y a une vraie vision d'ensemble de cet espace-là, je pense, qui se dégage. Après, il y a l'ambition de comment ça va être réellement fait. Moi, je me pose la question de à quoi va ressembler cette plage de sable quand elle sera pas utilisée de cette manière-là, à quoi va ressembler ce nouveau plan d'eau. Et ça, je pense que ça va être aussi, c'est l'objet, on connaît maintenant la méthode de la ville, expérimentation et puis évolution.
Nous n'avons pas parlé de la passerelle, en tous les cas c'est une passerelle qui arrivera en 2025 entre le banc Saint-Martin et l'île du Saut-de-Sie pour 7 millions d'euros. Il faut franchir non seulement le canal mais aussi la Moselle, donc c'est en fait une double passerelle qui porte le nom de la digue du Vadrino, hein, c'est ça, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tous les cas voilà cette fameuse passerelle. Un mot encore pour vous dire, bon voilà, on a parlé de Metz, mais l'eau est reconquise à peu près partout dans les villes de Moselle. C'est la fête de l'eau ce week-end à Bassam avec un très très beau programme. Voilà, je fais comme un animateur télé célèbre, je montre le programme pour aller à la fête de l'eau à Bassam ce week-end. Le dessin de Lindingre sur ce sujet avec un petit garçon, enfin il a déjà l'air d'être un peu adulte. Maman, je vais dans l'eau. C'est toujours bien de demander à sa maman si on peut aller dans l'eau, hein, puisque il faut toujours l'autorisation. Fais bien attention aux silures, lui répond-elle. C'est vrai que j'en ai vu un en photo ce matin dans votre quotidien. C'est toujours impressionnant. C'est un peu impressionnant. Oui, c'est ce genre de bestiole. La citation, alors je ne sais pas si vous lisez dans mes pensées, mais la citation va vraiment dans votre sens. C'est une citation qui dit « À l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or ». Qui a pu dire ça? Et alors c'est quelqu'un dont on a parlé indirectement, dont la nationalité a été évoquée. C'est un Canadien. Hubert Reeves. Bonne réponse du candidat Boggio, c'est donc Hubert Reeves qui l'a dit. À l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. Voilà, merci en tous les cas et bravo hein, Hervé. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce Club de la Presse. Pas de Club de la Presse la semaine prochaine, ce sera un Dragon Mag double format pour faire un point global sur la saison des Dragons qui joue ce week-end en finale de la Coupe de France à Bercy contre Paris 92. Voilà, très bonne soirée à vous. À bientôt. Oh bombato, tu es le plus beau des bateaux et tu me guides sur les flots vers ce qu'il y a de plus beau. C'était votre émission avec Inextile Concept. Inextile Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine.